Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Mon nom est Steven Bilodeau et je serai l'animateur de ce magnifique podcast-là que vous apprenez à découvrir semaine après semaine. Et encore aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une vétérane dans les studios. Je vais vous présenter d'entrée de jeu Isabelle Lucier-Linteau. Isabelle, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un privilège de te recevoir sur le plateau. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu as passé 12 ans dans les Forces armées canadiennes. Tu as servi en tant que technicienne de mouvement, ce qu'on appelle Traffic Tech. Yes. Et tu as pris ta retraite à quelle année? 97, rentrée en 85. Donc, tu es d'une autre génération de vétérans. Je ne veux pas dire que tu es vieille, tu comprends? C'est pas ça que je voulais dire vieille. Du tout. Non, 56. Ce que je veux dire, c'est que tu as de l'expérience, de la maturité. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir les Forces armées canadiennes à cette époque-là? C'est une annonce à la TV qui c'était « Si la vie vous intéresse ». C'est ça, hein? C'était en plein ça. Puis moi, je suis la seule fille, j'ai 3 frères. Ouais. Puis un lunch, j'ai skippé l'école, le secondaire, j'étais allée au centre de recrue, puis je suis rentrée dans les forces. Donc, t'as abandonné le secondaire? Non, j'ai fini mon secondaire, par exemple, c'était l'été d'après, là. Je suis rentrée le 7 novembre. Je suis rentrée au cégep en sciences humaines, puis j'ai tout arrêté ça, puis je suis rentrée dans les forces. C'était pour fuir quelque chose? Voyager. Moi, je voulais voyager. Mon père avait un dépanneur. Fait que dépanneur aussi? De Roxton Pound. Le mien aussi. Salut, Pat. Comment ça s'appelle? Le dépanneur du lac. OK. Moi, accommodation Tony. C'est vrai? Accommodation Bilodeau. J'ai adoré mon enfance dans un dépanneur. Toujours. Moi, mon père, il nous a appris à vendre, à parler aux clients. Ouais. Tu sais, dans le public, ça a toujours été... J'aime ça. J'ai toujours aimé ça. T'aimes le contact avec les êtres humains, t'aimes échanger. Oui. Puis aujourd'hui... Puis j'étais pris au dépanneur, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, je veux voyager. Ouais. Puis c'est ça qui me donnait ma sortie. En même temps, c'est un travail c'est un travail d'entrepreneur, d'avoir un commerce. Oui. Mais c'était pas ça que tu voulais du tout comme vie. Tu voulais vivre? Je voulais sortir du village. Pour moi, là, je me demandais ce que je faisais là. Ouais. J'avais besoin de voir le monde. Si la vie vous intéresse. Je me souviens que moi, c'était si l'aventure vous intéresse. Donc, ils ont évolué avec les années. Moi, c'est l'aventure. Ouais. Toi, c'est la vie. J'imagine que tu as joint les Forces armées canadiennes pour faire différent, sauver des vies, mais tu étais loin de te douter que l'armée allait prendre la tienne. Oui. Oui, non, absolument. Oui. Parce que ça a été une belle carrière, puis tu me l'as confié en pré-entrevue, une carrière où est-ce que tu t'es accompli. Moi, j'ai adoré mon métier. J'ai adoré ce que je faisais, mes mutations. Mais les missions, quand ça a commencé en 92, j'étais au Sahara. J'ai fait le... Parle-nous de la mission au Sahara. C'est une mission qui est méconnue, surtout pour moi. La mission du Sahara, c'est pour les terrains du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc. Donc, nous, on était à l'Aïoun, puis on faisait le rapatriement dans les Antonov 26, les petits avions. On avait un équipage romain, puis on était des flight monitors, comme des loadmasters sur les avions. Donc, on loadait, puis on allait dans toutes les PRT, si on peut dire, puis on allait tout faire le ravitaillement. Qu'est-ce qui est PRT? Des camps Weather Haven où il y a des gens des Nations Unies. C'est une mission des Nations Unies. Donc, un camp. Okay. Parfait. C'est juste parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont néophytes. Donc, je vais essayer d'adresser les acronymes ou les mots qui sont moins connus du grand public. On avait beaucoup de gens de l'Afrique, on avait beaucoup des Espagnols, des Italiens, beaucoup de pays qu'on travaillait tous ensemble. Puis la mission du Canada, c'était quoi? Est-ce que c'était clair et défini ce que tu allais faire? Oui, nous autres, c'était le ravitaillement. Pour nous autres, c'était clair et défini. Pour les officiers qui étaient des observateurs, des observers, là, eux autres, c'était autre chose. Puis ils rapportaient tout au quartier général de l'Aïoun. OK, mais ça n'a pas été un déploiement de masse. Ça a été davantage un déploiement... Très petit pour le Canada. Pas beaucoup de Canadiens là-bas. Un travail d'observation. Oui, un travail d'observation soutenu. Oui, c'est ça. Ouais. Soutenu par un quartier général de UN. Puis on a eu les Australiens qui étaient là avec nous autres. Eux autres qui étaient un contingent là, australien. OK. Puis, c'est ça, c'est une des premières fois que j'ai été soumise, où j'ai eu peur d'un viol collectif.
Eux autres, les Australiens avaient fait un bar, le Kangaroo Bar, puis il n'y avait pas beaucoup de filles là, sur la mission. Puis, je suis allée avec 2 de mes collègues, Traffic Tech. Puis, le RSM, il me criait toujours après, n'importe où, mais j'avais pas d'affaire à lui, là. Puis, on est arrivé là, puis il m'a pris une fesse. Dans le sens, sur n'importe quoi. Comme un catcall. Tu sais, marche pas comme ça, fais pas ci, fais toujours, parce que il m'achalait tout le temps, là. Il a sifflé, puis il en a fait des affaires. Fait qu'on arrive là prendre une bière, puis il me pogne les fesses. Fait que je me reviens de bord, puis je lui donne une claque d'en face. Puis là, il se met à rire, puis il dit « Do it again, I like it ». Fait que, tu sais, sont toute la gang là. Ça pas séduit, là, du tout? Non, pas du tout. Non. Ça m'avait pas... J'ai eu peur. On est parti. Parce que tu mentionnes de la part d'un viol collectif, Parce que tu le vois, tu sais, Tu le sentais? Oui, et puis en mission, là, c'est les testostérones, puis tu sais, c'est pas facile, puis tu sais, ça, c'est un défoulement. Je me défilerai pas de ça, là, je sais très bien de quoi tu parles, cette tension sexuelle-là. Oui, grosse tension. Cette je vais dire, même prédation-là, parce que on est des animaux et... Oui, puis j'avais 24 ans. Puis je l'ai ressenti, puis on a parti, là. Faut partir, on est parti. Mais par contre, quand je suis arrêtée sur un camp Weather Haven, à un moment donné, j'étais sortie, puis j'étais allée au camp, c'était à peu près comme 15 minutes d'auto. Puis j'avais mangé là. Puis en revenant, il y a un officier noir qui m'a donné une ride, mais il s'est pas rendu à l'avion. Donc, il a arrêté, puis il a essayé de me violer. Moi, j'ai sorti mon couteau. Bon, j'en passe, là. Mais il a été sorti de la mission parce qu'en revenant au camp à Layoun, je l'ai dit. Puis dans ce temps-là, j'avais colonel Alain Foran qui était en charge de la mission. Fait que ça s'est super bien passé de ce côté-là. Il a été sorti. Un bon support de la part de, entre autres, M. Foran et de la chaîne de commandement. Oui, du capitaine. Quand tu dis « j'en passe », est-ce que tu as envie de nous en parler? Comment tu as réussi à t'en sortir avec ton couteau? Ben, j'ai mis le couteau à gauche. OK, tu t'as menacé d'y trancher la gorge. Ah oui. J'ai vraiment eu peur. Là. On était dans le désert, toute seule. Quand je suis arrivée à l'avion, là, j'étais là... Qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, tu n'y as pas tranché la gorge? Tu as pris une décision différente? Les rules of engagement. Là, je me disais, c'est moi qui va payer. On va m'enlever ma mission. On va me retourner au Canada. C'est moi qui va être sali. OK. Donc, tu avais même cette conscience-là de qu'est-ce que les gens vont penser de nous, même si c'était une attaque personnelle envers toi. Oui. Je pouvais pas le faire. Et comment ça s'est passé par la suite? Le membre était sorti des Forces armées canadiennes? Il n'était pas canadien, c'était c'est pour une ça force... Que tu mentionnes oui, c'est pour ça. Oui, okay. Absolument. C'était un noir de je m'en souviens plus de quel pays, mais un militaire d'un autre pays qui servait avec nous autres, les Nations Unies. On était dans une mission des Nations Unies, mais pas comme vous autres. Peux-tu dire sa nationalité? Non, je m'en souviens même pas. Okay. Je m'en souviens même pas. Oui, mais il est sorti. Ils l'ont sorti de la mission, ils l'ont retourné dans son pays. Tu m'as confié que tu étais atteint de syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que c'est cet événement-là qui a déclenché ou qui est instigateur de ton problème de santé mentale? Pas cet événement-là. C'est quand je suis allée à Nairobi en 1994, où on faisait le ravitaillement de Nairobi à Kigali, donc durant le Rwanda. Puis, on est allé chercher le général Dallaire. Puis, je l'ai vu sortir, moi, du Herc, là, très, très atteint. Puis, ça m'a beaucoup dérangé parce que on faisait là-bas... je me souviens, on faisait des palettes. On avait une équipe de gens de là-bas qui nous aidaient. Puis, on construisait des palettes, puis on envoyait ça là-bas. Ou des avions pleins de viande, puis ça pourrissait sur le tarmac parce qu'on n'avait aucun moyen d'envoyer ça, de faire de la logistique pour envoyer ça aux gens qui avaient faim. Puis, on faisait des palettes à un moment donné, là, on avait 10 000 livres de sauce HP. Puis là, j'étais à Nairobi, puis on construit une palette de sauce HP. Puis ça n'a aucun sens pour moi. Là. Parce que quand on va, là, on voit toutes sortes d'affaires de ce qui se passe. Là. On voit des corps flottés, on ramène des corps, on se promène avec 2 corps sur notre 4x4 pendant 3 jours. Tu sais, c'est irréel, là. Puis on envoie des palettes de sauce HP. Fait que j'ai jamais compris ça. Puis quand on arrivait à Kigali, tout pourrissait dans les avions, ou ça pourrissait sur le tarmac. On n'avait pas les moyens de réfrigérer ce qui a besoin d'être réfrigéré ou de conserver adéquatement. Ouais.
Tu mentionnes que tu as vu la face à ce moment-là, général Dallaire sortir de l'avion. Tu veux-tu nous décrire ça? Parce que je réalise que tu as un grand senti, là. Oui, quand je l'ai vu, on a ouvert la porte du Herc, là, il est descendu à Nairobi, puis il s'en allait justement voir Barry aux Nations Unies à New York. Pour rapporter ce qu'il a constaté sur le terrain? Mais il était complètement parti, là. Il disait tout ça, il était en tabarnak, je peux te le dire. Excusez. C'est vrai? Mais son visage était crispé, il criait, puis ça a été un choc de le voir comme ça, puis de réaliser, parce qu'il y avait Serge Boissonneau, Major Boissonneau, qui est arrivé là. Il y avait Luc Racine, qui est décédé au Mali. Lui, il était là dans ce temps-là. Fait que c'est des gars que j'ai connus avant de connaître mon mari, puis c'était des amis agiles, là, en bout de ligne. Mm-hmm. Puis je les voyais s'en aller dans cette mission-là. Puis là, ils disaient tout le temps, Isabelle, mets-nous de la bière dans le milieu des palettes. On a besoin de quelque chose, parce que c'était vraiment, vraiment difficile. Ouais. Tu sais, les gars, il n'y avait pas la bouffe qu'ils avaient besoin. C'était pas facile, cette mission-là. Puis de les voir après, ces hommes-là, c'est... Quand moi, j'ai vu le général Dallaire sortir... Ça l'a fait un impact, tu sais, ça marchait pas. Puis je me disais, pourquoi on peut pas sauver ces gens-là? Personne n'est intéressé. Puis quand on connaît toute la suite de ça, ben là, on se rend compte de ce qui s'est vraiment passé, là. Mm-hmm. J'aimerais retourner au Rwanda pour aller voir maintenant comment ça se passe. Puis j'ai eu dernièrement, parce que Jean, mon conjoint, Jean Fournier, il fait pour les immigrants, là, des assermentations. On a des amis des assermentations pour les immigrants. Puis j'ai rencontré un groupe de 5 jeunes qui venaient du Rwanda, qui avaient entre 20 et 30 ans. Puis quand je vois ça, moi, je veux les prendre dans mes bras, je vais aller les voir. Il n'y avait aucune notion du génocide. Ils ne voulaient pas en parler, puis ils disaient qu'ils n'ont jamais connu ça. Fait que ça a comme été effacé à travers les générations. Puis c'est là que je me suis rendu compte, hey, ça fait au moins 30 ans, là. Est-ce que tu t'es questionné sur justement la légitimité de servir les forces si, quand tu es déployé dans un théâtre comme celui-là, tu n'es pas capable de faire ton travail? Non. Au contraire, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment aider, là, qu'il faut aider. Là. Donc, toi, tu as eu comme réflexe de faut mettre les bouchées doubles puis arriver à un résultat. Oui, absolument. Puis on a eu une mission, on est allé à Goma chercher comme, je ne sais pas, 150 enfants. Puis quand on est arrivé à Goma, c'était des sœurs qui étaient là. Puis on a mis les enfants, là, c'était des enfants, les parents y avaient été tués, coupés en morceaux. Ces enfants-là, là, il n'y avait rien dans leurs yeux. Tu as des enfants de 4 ans qui tiennent un bébé, puis on met, pour toutes les rentrées, il fallait les faire asseoir sur le thermac, sur le plancher du Herc froid. Puis moi, j'avais demandé qu'on apporte des biscuits protéinés puis de l'eau, puis il n'y a pas un enfant qui voulait manger ni boire de l'eau. Pour quelle raison, à ton avis? Le choc, ils étaient tout en choc. Il n'y avait plus de vie, ces enfants-là. Il n'y avait plus rien. C'était des loques humaines. Oui, des loques humaines. Puis, fait que ça a été le début du PTSD parce que quand on est allé les porter, moi, je voulais toutes les sauver. Fait que je me disais, je vais toutes les adopter. Mais je devais garder la mission. Je peux pas faire ça, mais je veux faire ça. Ouais. Puis ça reste encore aujourd'hui. J'ai toujours pensé à ces enfants-là, puis je vais y penser toute ma vie parce que j'aurais aimé les ramener. Mm-hmm. Puis, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire parce qu'à un moment donné, Gilles a été muté à Kingston. Puis, à chaque fois qu'on était muté, je me trouvais un job jusqu'à temps que je trouve la job, tu sais, juste pour connaître du monde. Parce que, je vais juste le mentionner pour les gens qui nous écoutent, tu as sorti des Forces armées canadiennes parce que c'était pas possible pour toi de voir ton conjoint. Exact. Hein? Donc, tu as quitté les forces pour être capable d'avoir une vie de famille. Oui. OK. Oui. Puis, on est arrivé à Kingston, puis je suis allée travailler à Solutions, je me souviens pas, un call center. Puis ma boss, elle venait du Rwanda. Fait qu'on se regarde, on se dit, voyons, la première fois, elle dit, viens dans mon bureau. Puis je dis, tu viens du Rwanda? J'étais là. On a pleuré ensemble, on s'est pris dans nos bras, puis on se disait, voyons donc. Puis elle est arrivée sur un Herc à Farnham. Fait que c'est toutes les gens que j'ai aidés, là. Puis là, j'en avais une, puis c'était mon boss, puis elle était intégrée au Canada. Pour moi, c'était... Ça m'a fait du bien de savoir ça, là, qu'on avait au moins réussi à en sauver. Là. Ouais. Parce que ça, c'est jamais dit. Là. Puis c'est quoi les déclencheurs par rapport à ça? Est-ce que tu as des enfants? Non, pas d'enfants. Est-ce que ça l'a teinté ta volonté d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants?
Non, on ne pouvait pas avoir d'enfants, Gilles puis moi, donc... OK. Ouais. Et l'adoption? On nous a dit qu'on déménageait trop souvent. Oui, ce qui est vrai, là. Ouais. Puis que, c'est pas facile. Oui, j'aurais aimé adopter. J'aurais adopté, c'est certain, là. Mm-hmm. Mais tu aurais adopté probablement un enfant du Rwanda? Oui. Okay. Ou de l'Afghanistan, ou d'une des missions où je suis allée, là, de la Syrie. Oui, c'est certain. Les premiers signes, ça arrive comment, les premiers signes de détresse psychologique? Beaucoup alcool, ouais. Party, alcool, pas de concentration, toujours sur la grosse performance. Donc, tu t'étourdis? Oui. OK. À faire des choses pour les autres ou faire des choses pour toi? Pour les autres. Tu m'as dit que je suis quelqu'un qui j'aime ça me mettre en danger. J'aime ça prendre des risques. Tu m'as dit aujourd'hui, il faut que je me calme, là. Quel genre de risque que tu prenais? C'était plus logique, là. Tu sais, des genres de risques où... On parle pas de sport d'extrême. Non, on parle de mission, là, vouloir aller en mission, même en étant civil, okay. Vouloir être dans le danger, être dans l'action. Devenir mercenaire. Oui, si Gilles me disait, hey, je m'en vais, ben là, quand il m'a dit, je pars en Afghanistan, je dis, non, il va encore avoir une médaille que moi, j'aurais pas. C'est pas juste la médaille, c'est l'expérience, puis on sera plus sur la même ligne. Fait que là, je suis partie 5 mois avant lui, là. Je me suis trouvé une job à l'OTAN, au Kato, en premier, en Afghanistan, Kaboul. Puis après ça, j'ai transféré au CJOC, Deputy Chief ITAS, Intra-Theater Lift System. Fait que je faisais tous les avions de l'OTAN partout à travers l'Afghanistan. Pratiquement le même travail que tu avais dans les forces? Ben, un travail d'adjudant-chef ou de major, là. Oui, mais dans le même secteur d'opération, dans le sens Tactical Airlift, exact. Tous les avions. C'est très honnête ce que tu dis là par rapport à le sentiment d'envie. Je dirais pas jalousie parce que ça n'enlève rien à personne, mais c'est davantage d'envie puis de dire j'ai peur que ce que mon mari va vivre là-bas, que moi il m'en manque un bout puis qu'on se retrouve, qu'on soit plus au même niveau, qu'on se comprenne plus. Puis tu sais, tu soulignes quelque chose qui est important dans notre communauté, c'est on a souvent l'impression que les civils ont de la difficulté à nous comprendre parce que justement ils n'ont pas été aux mêmes places. C'est dur de revenir d'un théâtre d'opération, d'aller te chercher une crème glacée au Dairy Queen, puis quelqu'un chiale parce que sa crème glacée n'est pas à son goût. Tu sais, le cerveau émotionnel, il n'est pas capable. Moi, j'avais plus d'endurance pour rien, là. Fait que toi, t'aurais expliqué que s'ils avaient vécu ce que tu as vécu... Va-t'en passer un mois en Afghanistan, puis tu vas être bien content de ta crème glacée d'aujourd'hui, là. D'être en vie pour la manger, là. Après l'alcool, c'est quoi les premiers signes que... Est-ce que tu réalises à ce moment-là que tu as un problème de santé mentale ou, encore là, c'est le party, c'est le fun, on réussit à s'engourdir. Puis, on veut aller dans une autre mission, on continue, on prend tous les déploiements, on fonce, c'est le fun. Parce que là, on est rendu à 2 missions que tu m'as expliquées. Tu as servi aussi en Afghanistan. 95, oui, mais comme civil. 95, l'Israël, le Golden Heights. Puis comme militaire? Oui, je fais le ravitaillement de Tel Aviv au Golden Heights puis de Damascus. Je vais en Syrie, je fais les deux. Fait que quand je traverse en Syrie, c'est comme 500 ans en arrière. Pourquoi? Les gens vivent pas... la Syrie, c'est pauvre, les gens, ils n'ont rien, là. Tu sais, je veux dire, t'as encore des bergers. Donc, leur façon de vivre, on retourne pratiquement à l'époque du Moyen-Âge. C'est ça. Okay. Donc, sûrement plus aujourd'hui, là, mais... Ou peut-être un peu moins, bien entendu, parce que tous les pays continuent de progresser. Tu as fait beaucoup de missions qui... c'était pas des missions de masse, tu sais, où est-ce qu'il y a un contingent complet qui débarque? Le Golden Heights, oui, mais on était plusieurs. T'sais, on avait les Polonais. Moi, j'étais allée chercher les premiers Japonais qui ont fait la première mission UN à Damascus pour le CC Ondof au Golan. OK. Fait que tu travaillais avec des groupes bataillons, là, probablement une autre appellation, de d'autres pays. Oui, tout le temps. Lequel pays t'as trouvé qui fonctionnait le mieux avec nos valeurs à nous? Eh boy. Non, je pense qu'on est pas mal top là-dessus, nous autres. On a notre façon de fonctionner, puis on est top. Les Canadiens, on est top. Est-ce que tu crois que c'est dans notre sensibilité? Dans notre acceptation des autres, dans notre sensibilité, notre façon de faire. On est tellement bien formés comparé à beaucoup d'autres soldats de d'autres pays.
Tu sais, comme les Américains, tu vas en avoir un qui va chauffer un forklift, un qui va peser la palette. Ouais. Nous autres, on fait tout. Ouais. Tu sais, on en fait Mais des affaires. on se valorise là-dedans aussi. Ouais. Je pense que ça peut être très valorisant d'être versatile. Ouais. Tu sais, dans le sens qu'il y en a beaucoup qui disent, ben moi, je suis un expert. Mais il y en a d'autres, au contraire, ils ne seront pas un expert dans rien, mais ils vont être connaissants dans tout. Ouais. J'ai l'impression que ça représente beaucoup un soldat canadien. Ouais. Au niveau de technicienne en mouvement, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier-là? Le voyage. Voyager à travers le monde. OK, c'est vrai, parce qu'en plus du goût de l'aventure, Ouais. c'est un métier où est-ce que tu voyages énormément, puis Ouais. tu vois du pays. Travailler à Je vais l'international. te parler d'enracinement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore de la difficulté à t'enraciner? Oui. Je me sens pas bien au Québec. J'apprends à me sentir mieux. Mm-hmm. Ça fait 10 ans que je demeure à Nicolet. Puis c'est la place où j'ai resté le plus longtemps de toute ma vie. Même avec mes parents, c'est la place où je suis restée le plus longtemps. Je partage la même chose que toi. Je n'ai jamais réussi à m'enraciner quelque part longtemps. Puis là, ça fait depuis 2010 que je suis à Ottawa. Et Ouais. je pense que ça va toujours être difficile pour moi de m'enraciner, même que j'ai encore le réflexe d'être prêt à partir. Moi aussi. Ouais. N'importe quand. D'être prêt à partir sans nécessairement, sans vraiment conséquences. C'est particulier. Tu as grandi dans une petite famille, grande famille? 3 frères. 3 frères. Les parents, présents, pas présents? Travaille beaucoup avec un dépanneur, hein? Pas beaucoup de... Ouais. Tout le monde travaille tout le temps. Puis ta position dans la famille? La deuxième. Belle enfance? Oui. Oui, non, pas non. m'en passer une. Non, belle enfance dans le sens on n'a jamais manqué de rien. Ouais. Tu sais, mon père, il vendait des machineries lourdes là, quand on était plus jeunes. Quand j'avais 9 ans ou 10 ans, il a acheté le dépanneur. Mais il faisait beaucoup d'argent. On avait les piscines creusées. Tout, tu sais, j'ai tout eu Barbie, Ken, tout ce que tu veux. Mais beaucoup centré sur les gars. Tu sais, le gars a raison, le gars... Fait que devenu un peu féministe très jeune. Toujours être obligé de prendre ma place. Ouais. Puis mes frères disaient, voyons, tu seras jamais capable de faire ça. Mais tu avais la capacité de le faire. Oui. Comment tes frères réagissaient à ça? J'ai pas eu beaucoup de soutien de ma famille. Je suis partie à 17 ans, je suis rentrée dans les forces. Personne ne m'appelait pour savoir comment j'allais. C'est toujours moi qu'il fallait qu'il appelle. Tu sais, tu t'en vas. Puis non, la famille ne comprenne pas c'est quoi le service militaire. Donc, tu t'es trouvé une famille dans l'armée? Oui. On peut dire ça moi, comme c'est ça? ma famille, oui. Puis encore aujourd'hui, de la communauté, c'est ta famille? Oui. Est-ce que tu es encore proche de ta famille? Pas beaucoup. OK. Puis encore une fois, puis je pense qu'on partage ça aussi, la famille ne comprend pas beaucoup. Comprend pas beaucoup. Et, comprennent pas du tout, en fait. Il y en a sûrement qui ont la capacité de comprendre, mais qui sont peut-être pas nécessairement à l'aise ou émotionnellement prêts à... Mais tu sais, pour eux autres, oh, t'es allé là, t'as fait ci, de quoi tu te plains? Tu sais, ils n'ont pas Ils comprennent pas le sacrifice, ce que ça prend comme power pour aller en mission, pour travailler en équipe, pour jamais penser à soi. Mm-hmm. Comment c'était d'être peu nombreux comme femmes dans l'armée? Ça a été dur, très difficile. Qu'est-ce qui a été Je le me plus sentais difficile? tout le temps d'être obligée de faire le double pour avoir la même chose que les gars. Donc, moins de reconnaissance. Ah oui. Moins, pas juste de la reconnaissance, mais moins de... on le sait, Isabelle va faire ça, ça va être bien fait. Exact. Mais pas reconnu pour le faire. C'est plus, on va envoyer Isabelle là-bas, mais on va envoyer un gars avec, tu sais, juste pour faire sûr, tu sais. Ah, mais non, pas comme ça, mais dans mon métier, c'est... les gars passent en premier, les gars ont raison, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était pas facile. Puis moi, j'ai marié un trafic tech qui s'est avéré être un psychopathe batteur de femmes. Fait que j'ai vécu 8 ans dans une situation très difficile, mon premier mariage. Ouais. Où je pouvais pas en parler à personne. Puis quand je suis revenue du Golan, là, c'était fini. Puis même si j'avais des bleus, là, personne, c'était moi qui avais fait quelque chose de pas correct, c'est pas le gars. Il n'y a pas personne dans ton entourage, dans l'armée, Personne. à qui tu l'as dit, tu l'as Je conseillé? l'ai dit à mon équipe à moi, le 8 Mams. Moi, j'étais caporal-chef. Je leur ai dit, ils m'ont accompagné. Mais mon premier mari était, comme je te dis, là, sauté pas à peu près. Il me suivait partout. Il y avait une blonde. Ça a été terrible. Je l'ai emmené en cours. J'ai dû me trouver un avocat. Puis ça, c'était après une mission. Fait que moi, j'ai commencé à boire beaucoup. J'ai vraiment eu de la misère. J'ai tout perdu.
À cause de la consommation? Non, pas la consommation. Lui, il avait tout dépensé l'argent qu'on avait. Il recevait mon salaire en plus. On avait une maison, on a dû vendre la maison. OK. Tu sais, je suis tombée en faillite. Puis je voulais garder mon métier. Ouais. Tu sais, fait que dans ce temps-là, t'as pas personne à qui le dire parce que t'es dans le même métier. Puis lui, il joue un beau jeu. Puis il est aimé. Fait que c'est de ta faute à toi. Qu'est-ce que toi t'as fait? OK. Parce que les gens Non. avaient de la difficulté je vais dire, percevoir qu'il pouvait être violent. Exact. Bien qu'il avait été avec sa première femme, qui était aussi Traffic Tech. Donc, ça a été 8 ans de vraiment difficile où j'adorais partir de la maison. Fait que je prenais tous les déploiements, toutes les missions, tout ce qui pouvait se passer. Numéro 1, let's go, moi j'y vais. Et comme, tu sais, tantôt je t'ai demandé d'expliquer à quel moment tu as réalisé que tu étais brisé, que tu avais En revenant du Rwanda. Puis là, je suis allée voir... Parce que là, il y avait plus que l'alcool. Oui. Je suis allée voir... C'est quoi les symptômes que tu expérimentais? Cauchemar? Oui, flashback total, là, mais j'étais plus pareil comme les autres. J'étais excessive. Okay. Tu sais, je le voyais dans tout. Là, j'étais excessive. Là, je faisais des affaires qui n'avaient pas d'allure. On avait un concours de Traffic Tech, là, puis il fallait chauffer des forklifts. Puis là, je me mettais de la musique dans les oreilles. Puis tu sais, il n'y avait plus rien à mon erreur. Il n'y avait plus de limite. Tu te comportais comme une rockstar. Complètement. Je m'en foutais, là. Ouais. Dans le fond, c'est un comportement destructeur. Destructeur total. Ça t'a amené jusqu'à planifier un suicide collectif. Collectif? Oui. Tu veux-tu m'en parler? On était 3. Il y en a un qui a réussi à essayer. Puis finalement, moi, j'avais pris des aspirines, un gros chose d'aspirine. J'ai tout vomi. Mais ça a été comme un wake-up call. Puis quand j'ai fait... Explique-moi un peu, ces gens-là, comment tu les rencontres, comment vous avez c'est du monde de mon métier. OK. Qui vivaient un peu la même chose. La même chose que toi. Violence conjugale ou des difficultés avec les traumatismes? Nairobi, le Rwanda, ces affaires-là. Okay. Ces missions-là, ensemble, ils ont été difficiles. Vous étiez ensemble, vous parlez de ça et... Écœuré, de se faire écœurer par les forces. Qui en vient avec la proposition de « on devrait s'enlever » On est tous d'accord. Mais il y a sûrement quelqu'un parce qui que, propose non, mais, tu sais, comme mourir, il n'y a rien là, puis on va être libérés. Yes, on est écœurés, là. On va être libérés. Yes, c'est la libération. Puis même encore aujourd'hui, je me bats avec ça, parce que quand Gilles est décédé, moi, je voulais partir, là. Fait que c'est un combat à tous les jours, moi, de dire, non, aujourd'hui, tu restes en vie. Parce que mourir, pour moi, c'est, gars, on passe à d'autres choses, let's go. C'est quoi les souffrances les plus grandes? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Qu'est-ce qui fait le plus mal? De ne pas avoir réussi à sauver les enfants. Tu sais, peut-être qu'on l'a fait, mais c'est un ensemble de plein d'affaires. Hein. Le plus mal, c'est de... Tu sais, souvent, on demande, c'est quoi le thème principal? C'est quoi qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qui est le plus flagrant? Les camps morts, des bras, une tête, un pied... du sang, des rivières de sang. Aujourd'hui, tu as de la difficulté encore à faire... 6 ans de psychothérapie. Puis, ce que j'ai appris, c'est quand j'ai une image comme ça qui me vient, je la remplace par une bonne image. Okay. Puis c'est un travail, comme je te dis, de tous les jours. Si ça revient, il faut que je mette une image dans mon cerveau pour refaire des connexions dans mon cerveau. C'est beaucoup de travail. Oui. C'est soufflant. Oui. Je comprends davantage. Oui. Vous étiez 3 femmes pour ce pacte de suicide-là? Non, 2 gars et moi. 2 gars et toi? Oui. Vous aviez la même réalité. Vous vouliez arrêter de souffrir. Puis tu dis qu'un des 2 gars a passé à l'action? Oui, il a tiré son fusil, il a été arrêté. Oui. Pas compris. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui en vie? Oui. Donc, il a manqué sa tentative de suicide? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'il... Les ambulanciers sont arrivés à temps. Là. OK, donc il a tiré, mais les ambulanciers lui ont sauvé la vie. Oui. Aviez-vous planifié ça ensemble, les 3? On en a parlé tellement souvent, là, une bière, on était écœurés aujourd'hui. Mais aviez-vous choisi une date? De le faire collectif? Ou chacun de votre côté ou ensemble collectivement? On se disait, OK, là, jeudi soir, on va faire ça. On essaye. Ou vendredi soir, ou samedi soir. Regarde, on est écœurés, là. Avez-vous fait des recherches exhaustives pour savoir quel moyen allait vous amener vers la mort le plus rapidement possible? Non.
Aucune recherche. Puis toi, tu as décidé que ça serait Je prenais davantage 2-3 pots d'aspirine, là, puis des Tylenol. Là. Sans savoir que ça allait marcher. Exact. OK. Avec l'alcool, c'est sûr. Oui, bien entendu. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes... avez-vous refait un meeting pour en parler de ça? Jamais. Fait que tu en parles aujourd'hui, ces personnes-là vont entendre ça, puis peut-être que les autres n'en ont jamais parlé à personne. J'en suis certaine. Qui n'en ont jamais parlé? C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Malheureusement, on l'entend quand ça se produit, quand les gens décèdent. Je vais poser une autre question. Est-ce que vous souhaitiez le faire pour passer un message? Oui. Absolument. Et c'est quoi le message que tu aurais souhaité passer avec ça? Tu sais, à être cru, ça serait « fuck you ». Ça, c'est le message. C'est assez. Fuck you, vous m'avez scrappé. C'est assez, là, ouais. Comme là, on a besoin d'aide, là. Parce que moi, j'avais craqué, j'arrêtais pas de pleurer. J'étais arrivée au hangar, je pleurais. Là, on dit, va à l'hôpital, je m'en vais à les meilleurs à Winnipeg. La travailleuse sociale, elle dit, assis-toi dans le bureau, là, t'assois dans le bureau pendant 3 heures de temps. OK, arrête de pleurer, puis il me retourne à l'ouvrage. J'avais des sérieux problèmes, là, puis ma chaîne de commandement ne comprenait pas du tout et n'était pas là pour moi. La chaîne de commandement, est-ce qu'elle avait participé à la même mission? Non. C'est peut-être plus difficile de comprendre. Puis quand j'ai fait venir mon dossier en 2019 d'anciens combattants, on me l'a jamais dit, c'était marqué stress post-traumatique 1994 et on me l'a jamais dit. Tu avais été déjà diagnostiqué. Oui. Ça a dû faciliter les anciens combattants d'avoir un diagnostic tôt comme ça. Avec ce que moi, j'ai écrit comme une 30aine de pages de ce que j'ai vécu, les traumas dans les forces, puis j'appelle ça mon document de qualité de vie. Puis quand j'aide des vétérans, je leur montre ce que moi, j'ai créé, parce que c'est difficile de se souvenir de comment on a été traité, parce qu'on prend ça comme un grain de sel, on fait des jokes parce qu'il faut continuer. Ouais. Fait que non, j'ai fait un travail de recherche sur moi-même, là, vraiment un gros travail. Un travail de mémoire aussi? De mémoire, oui, parce que j'avais une grille d'harcèlement, puis je lisais tous les codes d'harcèlement, puis à chaque fois que je lisais quelque chose, ça me faisait penser à un événement que j'avais vécu. Tu sais, je rentrais à 17 ans, puis à 18 ans, je me retrouve à Winnipeg. J'ai un caporal-chef Newfie. Eux autres, les gars jouaient au chaff, aux cartes, puis les filles pouvaient pas jouer, en tout cas, des niaiseries. Puis moi, mon nom, c'est Isabelle, puis lui, c'est un Anglais. À chaque jour que je rentrais, il disait « Is a bell necessary on a cow? » Tu sais, c'était pas tellement gentil. Fait que ça a toujours été un peu comme ça. Mais j'ai eu du monde extraordinaire, puis j'ai adoré ma carrière. Je referais pas le mariage avec le premier mari, mais je referais la carrière. C'était vraiment mon métier. J'étais sur mon X. J'adorais ça. Tu voyageais en masse. Oui, j'adorais être à l'international. Et aujourd'hui, t'aides beaucoup de gens au travers de différents groupes. Je peux-tu dire ça comme ça? Parce que tu n'es pas attaché à un seul groupe. Tu fais ton chemin et ta nouvelle mission, c'est d'aider les gens dans leur établissement, mais pas juste dans leur établissement au sens médical, mais aussi pour les aider à être reconnus. Mais être reconnus pour leur... Parce que je sais que la reconnaissance est quelque chose d'important pour toi. Oui. Fait qu'avant tout, d'être reconnu, c'est d'accepter que c'est les forces qui t'ont brisé, tu sais. Ouais. Comment les gens viennent qu'à te demander de l'aide pour leur procédure ou leur rétablissement? Je vais te conter quelque chose. Hein. Quand Gilles est décédé, nous autres, on a eu 59 jours. Quand on a su qu'il est allé à l'hôpital, il ne savait pas qu'il était malade. Puis il est sorti de là après 48 heures avec un cancer du pancréas stage 4. Il va mourir. Donc, il a choisi l'aide à mourir à la maison, puis on a eu 59 jours. Nous autres, on se disait, comment est-ce qu'on va se communiquer? Puis moi, quand Gilles est décédé, ça a été terrible. Là. Gilles, c'est toute ma vie. Là. Il m'a tellement aidé. 24 ans. Ouais. 24 ans, marié, oui. Puis Gilles, quand on était revenu, on s'est connus en Ouganda sur la mission du retour des Rwandais, du Zaïre au Rwanda. Qu'est-ce que Gilles faisait là? Ben, il y avait des 22 là-bas. OK.
Oui, on avait des 22. Là. Non, pas beaucoup. Non, c'est ça. Oui, c'est une mission qui a duré longtemps, 2-3 mois là, à peu près. Puis nous autres, on faisait des airdrops. Fait qu'on faisait des palettes avec des parachutes qu'on mettait dans le puis qu'on allait porter pour que les gens aient de la nourriture puis de l'eau parce qu'il y avait comme 400 km à marcher. Puis quand on est revenu, il m'a emmené chez eux à Kingston, puis il m'avait montré quand il a fait son cours de Staff College à Toronto, il a été publié « Pouvoir et politique des Forces armées canadiennes ». Quand j'ai lu ça, j'ai dit « C'est la première fois que je vois un officier qui comprend ce que je vis actuellement, là ». Puis ça a été, on a cliqué comme ça. Puis Attends, qu'est-ce que tu penses que Gilles a compris que les autres n'ont pas compris? Pourquoi tu penses qu'il a réussi à, je vais dire, se mettre dans tes souliers, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire, se mettre à la place des gens sur le plancher? Il respectait ses hommes. C'était tout un officier qui était là pour ses hommes, que l'esprit de corps était très fort, il était très spirituel, puis très calme. Quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui a décrit c'était quoi, qu'est-ce que ça se passait, qu'est-ce qui se passait dans les forces, puis qu'est-ce qu'on devait faire. Puis il n'a pas été aimé parce que ça a été publié. Mm-hmm. Plusieurs officiers n'ont pas compris ce que Gilles disait dans ce document-là, mais moi, je l'ai compris tout de suite parce que je le vivais. Ça a changé ma vie. Ça t'a séduit? Non, ça a changé ma vie. Mais est-ce qu'à cette époque-là, tu étais en couple avec lui? Je venais de le rencontrer. On s'était rencontrés sur la mission. Et pour toi, ça devenait comme... comment je peux dire ça? L'espoir? Bien, de l'espoir. Ça venait changer... Non, mais ça venait changer ma perception des officiers. Ça venait changer ma perception des forces parce que je me disais, ben là, il y en a qui comprennent. Fait que il y a de l'espoir pour dire, hey... c'est vraiment ça qui se passe parce que ça a été dur, là, l'émission en partant de 90, tu sais, la guerre du Golfe, puis là, toutes les autres missions qui s'enchaînaient. Puis on veut de plus en plus y aller, on veut pas en manquer une, on veut être là, on veut y aller. Ben moi, j'ai fait beaucoup de déploiements. Ouais. Là, combien de déploiements t'as calculé? Oh my God! Rendez-vous 85 à Wainwright, avec les PPCLI, tous ces déploiements-là. Norvège, là, pas rendez-vous... C'était un sommet? Non, c'est Strong Resolve en Norvège. T'as pas fait ça? Non. Oui, Strong Resolve. C'est un exercice? Oui, un gros NATO exercise. Okay. Un peu comme Maple Flag dans l'Air Force? Ah, plus que ça. Okay. Parce que c'est... Ouais, plus que ça. J'ai été postée à Cold Lake. Oui. C'est plate, hein? J'ai fait ça, Maple Flag. C'est épouvantable. T'as été là, non? Pas aller là. Non. Ben oui, je suis allé là. T'es à quelle année? 2010. Oh my God, t'es chanceux, t'avais un Canadian Tire. Moi, c'était en 90, il n'y avait rien. Je me suis pas rendu au Canadian Tire. C'est vrai? Non, j'arrêtais au 7-Eleven. C'est là que j'arrêtais. Ouais, c'est ça. Avec toute la complexité de certains groupes des Premières Nations qui venaient foutre le bordel en ville. J'étais policier militaire. Ah, t'étais MP? Oui, dans ce temps-là. Ah, ben t'as connu Colin, Alain Gravel. Encore une fois, faudrait-tu me montrer une photo? Je vais te montrer une photo. Salut, Alain. Je reviens, si t'es à l'aise avec ça, j'aimerais revenir à... quand Gilles se fait diagnostiquer, se fait condamner, en fait. Là, c'est ça. Oui. Puis, 53 jours, 59 jours. On a 59 jours. Donc, il a choisi sa date. Sa date, le 26 décembre. Tu vis comment avec ça, qu'il ait choisi une date plutôt qu'un autre? Es-tu à l'aise avec ça? Pas bien. Mais je respecte. Toi, t'en voulais pas de date? Moi, j'en voulais pas de date. Tu voulais qu'il aille au bout? Je voulais le sauver. La minute que j'ai su ça, la journée même, j'ai appelé l'Association du cancer qui m'a référé à Wellspring en Ontario. Étant donné que je suis bilingue, ils m'ont mis une psychothérapeute de deuil, mais une psychothérapeute pour Gilles puis moi, et un couple qui avait vécu le cancer du pancréas qui nous ont aidés à tous les jours. C'est gratuit puis comme service. Il avait été survivant du cancer du pancréas? Oui, il a pu être opéré à New York. OK. Donc, il y avait un espoir. Non, pour Gilles, aucun. Non? Parce que quand tu peux être opéré, c'est que le cancer du pancréas, il est à une place où tu peux être opéré. Gilles, il y avait des métastases partout. OK. Est-ce que c'était relié aux forces? C'est dur à dire, hein, parce que moi, j'ai toujours dit, c'est sûr que Gilles fumait, là, c'est un fumeur. Mais il y a eu l'uranium appauvri au Kosovo. Oui. De plus en plus, on en parle, cette exposition-là, à tous les... entre autres l'uranium appauvri, mais aussi tous les produits toxiques auxquels on a été exposé.
Oui. Fait que c'est dur de faire un lien. Les Américains, ils ont plus de recherche là-dessus, puis c'est plus facile pour les vétérans américains d'aller chercher de l'aide. Fait que moi, je regarde beaucoup là, ce qui se passe en aidant les vétérans, parce que même des cancers de cerveau ou des... Dans ma famille, il n'y a aucun cancer, mais dans la famille Agile, il y avait des cancers. Donc, il y avait déjà un gène familial. On ne sait pas. Mais ça ne sera jamais prouvé relié à son service. Disons, ouais, mais que l'uranium appauvri, là, pour la dysfonction érectile, les spermatozoïdes, là, c'est vraiment c'est une affection qui est réelle. Je ne savais pas pour la dysfonction érectile, par exemple. Oui. Qui est très réelle. Ouais. C'est quoi, comment vous, j'imagine, en équipe pour ces 59 jours-là, vous décidez de vivre ça comment? Public, Facebook, page Facebook, pour que tout le monde puisse voir Gilles avant qu'il parte. Que j'ai mis toutes ses photos, il y a... C'était sa volonté à lui? Raymond. Ou tu y as... J'avais besoin de faire ça. Tu y as tordu. J'avais besoin de faire ça. Puis, il y a des gens qui sont arrivés chez nous à la porte juste pour voir Gilles 5 minutes, que ses soldats sont venus le voir. Non, moi, Gilles, c'est l'homme de ma vie pour ma vie. Mon conjoint comprend ça. Gilles, ça a été un grand homme pour moi qui m'a fait vraiment avancer dans la vie. Ton conjoint actuel, est-ce qu'il est dans les forces? Non, c'est un civil, oui. Mais qui a été en charge du conseil de liaison. OK. Donc, il a travaillé de près avec 16 ans, oui, comme bénévole. Okay. Il a été en Afghanistan avec Alain Forand, Guy Laroche. Il est venu nous visiter. Oui. Lui, il emmenait les boss les boss des industries ou des compagnies voir ce que les forces faisaient pour les réservistes, puis il a changé la loi pour les réservistes qui ne perdent pas leur emploi quand ils décident d'aller en mission. Isabelle, c'est une femme fascinante. 59 jours, qu'est-ce qui est important pour toi dans ces 59 jours-là? Sauver Gilles. C'est juste ça, t'es encore... S'il jogue dans le salon, ordinateur, papier... Tu cherches quoi à ce moment-là? Un donneur? Tu cherches... Non, je cherche quelqu'un qui peut l'opérer. Fait que j'appelle en Israël, j'appelle partout, dans tous les pays. Donc, je regarde sur Internet. Vous déplacer pour avoir une opération expérimentale? Pas Gilles. Pas Gilles. Mais moi, j'ai besoin de le faire parce que je vais sauver mon homme dans ma tête. Okay. Ça se peut pas que ça soit vrai. C'est pas possible. Y a-t-il des chicanes entre les deux? Non. Jamais. Même s'il n'est pas d'accord, c'est pas sa volonté. Hey, juste un gars patient, là. Oui. Non, lui, il sait où il s'en va, mais il sait que j'ai besoin de faire ça. OK. Puis il te laisse faire. Oui. Ça serait probablement autrement aujourd'hui dans comment tu le processes à l'intérieur de toi si tu n'avais pas laissé au moins tenter de le sauver. Non, je pourrais pas vivre avec ça. Là. Est-ce que tu avais un espoir à un moment donné? Oui, réussi à parler? Beaucoup d'espoir. J'ai envoyé tous les documents. Mayo Clinic à Rochester, Minnesota. En Israël, il avait trouvé en 2 semaines une façon de guérir le cancer du pancréas chez les rats, mais c'était pas offert encore aux humains. Okay. J'en ai appris, là, je suis devenue une spécialiste en cancer du pancréas. Est-ce que tu envisages de clandestinement d'aller chercher une médecine alternative ou du moins une... Toutes. J'ai Hippocrate en Floride, les jus de gazon, j'arrête les cigarettes, le chocolat. Gilles, il peut plus rien faire. Là. Il n'y a plus rien de la maison. Non. Hey, je vais mourir. Il me reste 50 jours. Peux-tu faire ça comme je veux? Fait que non, ça a été... je me souviens, on avait été voir le médecin de famille, puis il dit, Gilles mentionne l'aide à mourir, puis on n'en avait jamais parlé, là, puis... quand il nous a annoncé ça, je pense que c'était le 6 décembre ou le 14 décembre, c'est le 26 à sa fille puis moi, puis on n'avait pas le choix. Là. Gilles, il dit, moi, je ne serai pas un fardeau, c'est fini, je regrette rien. Il est parti très serein, Gilles. Ouais. Pourquoi tu n'as rien tenté par rapport à tout ce que tu avais trouvé comme médecine? J'ai tenté. Ouais. Hey, tu t'es buté à un Gilles qui ne voulait pas. Exact, qui avait accepté sa condition. Ouais. Qui s'en allait comme un soldat. Cette date-là, c'est là. Puis il a fait ça chez nous à la maison. Tu étais à l'aise avec ça? Ah, oui. C'est ce que tu souhaitais? Oui. OK. Oui. Puis lui aussi? Oui. Nous autres, c'est dans le temps du COVID, 2020. La famille est venue. J'ai laissé tout le monde avoir du temps avec Gilles la journée de sa mort. À 12h15, à 12h30, il dit, Isabelle, on monte en haut. On avait tout installé avec mes neveux, nièces, les fleurs qu'il a reçues, les mots, son uniforme, la couverte de 22 sur son lit. L'a installé. Le médecin était là. L'infirmière était là. Il y avait Butch qui était là, son meilleur ami.
Puis, on était assis sur le lit, on avait notre chien. Puis, j'ai dit à Gilles, il faut que tu... tu sais, on se regardait. Puis là, Gilles, il dit au médecin, tu vas me dire tout ce que tu fais. J'injecte ci, j'injecte ça. Puis ça dure pas longtemps. Puis il a ouvert son œil droit, puis il m'a regardé pour la dernière fois. Puis il est parti. Puis quand il est parti... Il a fait comme... Tu sais, moi, j'avais beaucoup d'angoisse. Là. J'étais PTSD, puis tout ça. Puis ça a fait... Comme s'il a dit « OK », puis j'ai senti là, un amour éternel. C'était fantastique. Puis il m'a donné beaucoup de force avec ça. Puis c'est là que j'ai dit, moi, à cette heure, comme j'avais promis à Gilles, j'aide les 22 en premier, les vétérans 22. Il faut que je me trouve quelque chose pour vivre parce que moi, je voulais mourir. Moi, je serais morte avec lui. Là, ouais. Fait que ça a été comme... j'ai gardé son corps à peu près 2 heures à la maison. Puis... Quand j'ai appelé pour qu'ils viennent le chercher, ils ont descendu le corps en bas. Je suis sortie dehors, j'ai fait un salut. J'étais pas capable de le laisser. Puis c'était chez Rousseau, à Nicolette. Fait que là, j'ai dit, ben tu peux l'embaumer parce que je veux le voir le lendemain, puis sinon tu peux pas le voir. Fait que je suis allée le voir avec ma mère, sa fille, puis ma voisine. Puis après ça, je l'ai suivi pour l'incinération. Puis c'est nous autres qui a poussé le corps là, pour l'incinération. On était là tout le temps. Là. J'ai même attendu J'ai attendu ses cendres. Puis Gilles adorait la neige. Puis quand on est sorti dehors, parce que moi, je disais, fais-moi un signe, là, je suis plus capable, mon homme, là. Puis je suis sortie dehors, puis les gros flocons de neige tombaient. Des énormes flocons de neige. Fait que je sais que... c'est ça. Puis Gilles, il disait, écoute, Isabelle, c'est pas toi que je quitte, c'est mon corps. Je vais être là, dans un monde parallèle, mais je suis là, puis on va se retrouver. Puis on était... Jean m'avait emmené au consulat français pour, je me souviens plus quoi, à Québec. C'était le soir. Puis on est sortis de là comme à 8 heures. J'avais vu sur Facebook, il y a un gars qui a besoin d'aide, là, il est en train de mourir à l'hôpital à Québec. Pat Baudry. Je le connaissais pas, moi. Puis je disais à Jean, il faut que j'aille voir ce gars-là. Je le connais pas, mais c'est un 22, il faut que j'aille l'aider. Je sais pas pourquoi. Puis... c'était condamné? Pat Baudry, tu connais? Patrick Baudry, tu connais pas? Celui qui était en charge de la meute au début. Ah, non. Non. En tout cas, fait que je mets un ancien, il me semble qu'il a été airborne, Pat, aussi, ouais. Fait que je m'en vais à l'hôpital, je trouve sa chambre, j'arrive là, parle avec lui, je vais t'aider avec tes papiers, tout ça. Fait que je l'ai aidé énormément. On a même passé en cours au téléphone avec lui. Ça a été une rencontre... wow! C'est quoi qui l'avait mis dans cette position-là? Cancer. OK. Il était en train de mourir d'un cancer. Puis ça s'était donné que quand j'étais... Tu as répondu quand je t'ai posé la question s'il était condamné? Oui, il était condamné, mais lui, il voulait vivre. OK. Donc, une force de la nature, là... La même chose, tu t'es donné comme mission, je vais essayer de le sauver. Ouais, je vais essayer de le sauver, mais surtout pour que toute sa famille puisse avoir les indemnisations. Que sa femme puisse être en sécurité. C'était notre but, là, tu sais. À moi puis à lui, de tout organiser ça pour que quand il part, sa famille manque de rien, qu'il puisse avoir ses indemnisations, que sa femme puisse avoir... Son 2 ans de salaire. Oui. Ben pas son 200 de salaire, mais le 70% de sa pension, mais aussi toutes les affaires d'indemnité qui puissent se passer à sa femme. Puis, salut Manon. Puis, finalement, c'était que son frère a servi avec Serge Labbé en Afghanistan au SAT Team. Puis, Gilles a servi avec... Tu sais, connaissait bien Dominique Baudry. Okay. Ouais. Fait que le lien, quand on parlait là on parlait de... Moi aussi, j'ai des pertes de mémoire. On parlait de Gilles. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est là, avec Pat Baudry, j'aidais déjà des vétérans, mais c'est là que j'ai commencé à aider encore plus. Puis on dirait que Gilles me guide là-dedans. Là. Je tombe toujours sur du monde. Hein? Ça vient tout le temps. J'ai pas besoin d'aller chercher du monde. Là. Les gens viennent. Mais t'as encore cette volonté-là d'aller le rejoindre. Oui. Oui. Mais c'est pas ton... C'est pas mon plan parce que là, j'ai une mission d'aider les vétérans. Et cette mission-là, tu l'amènes à temps plein? À temps plein. Comment tu fais pour te protéger, toi, de toute cette charge émotionnelle-là, étant donné que tu as un... J'aime être en performance, j'aime être en mission, j'aime ça savoir ce que je fais. Je le sais que Gilles est en arrière de moi, à ma droite. Es-tu là? Oui, il est là. À 200%. Yes, Gilles.
Mais oui, il m'apporte beaucoup, là, cette expérience de vie-là, d'être confronté à la mort, de voir la mort. C'est un gros morceau, vraiment. Là. Est-ce que tu as besoin de te rapprocher davantage de tout ce qui est spirituel, étant donné qu'il est décédé? Quand Gilles est mort, imagine-toi donc. J'étais allée voir une femme, parce que moi, j'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de mon âme. Fait que j'ai parlé à une femme qui travaillait les âmes. C'est quoi l'âme de Gilles? C'est quoi mon âme? J'étais allée voir des tireuses de cartes. J'ai parlé à une fille qui travaillait avec la police de Toronto. Puis elle nous a expliqué c'était quoi nos vies antérieures. En tout cas, j'ai fait toutes les recherches possibles. Là. Puis quand on s'est rencontrés, Gilles puis moi, on sentait qu'on avait déjà vécu une vie ensemble avant. À cause de la connexion? Oui. Fait que t'es beaucoup dans la spiritualité? Oui. Et ça t'aide, j'imagine, à cheminer dans tout Beaucoup de méditation, l'énergie universelle, ça m'aide énormément. Parle-moi de ça, l'énergie universelle. Je connais pas ça. Ben moi, je vois sur YouTube, méditation, énergie universelle, fait que je me connecte à l'énergie. Fait que c'est des prières en groupe partout à travers le monde, ou juste à cette énergie universelle-là. Au même moment? Oui, au même moment. Là, tu peux te connecter en ligne, puis il y a du monde qui prie tout en même temps ou qui font des méditations tout en même temps. Il y en a qui sont guidés. Je me retrouve beaucoup là-dedans. Gilles faisait des voyages astrales. Gilles était très spirituel. Moi, j'ai pas réussi à faire ça. Ouais. J'ai tenté de faire ça même tout seul, puis ils disent de jamais faire ça tout seul, un voyage astral. Mais je voulais aller rejoindre Gilles. Je voulais aller dans l'autre monde. J'essaie de me connecter à quelque chose pour le voir. Ouais. Tu sais, c'est encore très fort chez moi, là. Fait que tu souhaites que ça soit encore tangible, que tu sois capable d'y toucher. Oui, son corps me manque. Tu sais, sa présence de corps réel. Là. Moi, la perte de son corps, ça a été... Qu'est-ce que tu as fait avec les cendres après? Ils sont chez moi. OK. Encore? On a une urne ensemble, lui et moi. Donc, quand je vais mourir, je vais mettre mes cendres avec lui. OK. Puis là, mon chum Jean, il a fait une joke. Il dit tu pourras enterrer avec Gilles aux choses militaires à Trois-Rivières, au cimetière militaire, puis on mettra Isabelle Linteau, puis tu t'en mettras la moitié avec moi, Isabelle Lucier. Je sais pas si on peut faire ça, mais en tout cas. Tout est possible, je pense. L'important, c'est que tu le dises pas. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est illégal de séparer des cendres. Je crois. Je suis pas certain s'il y en a qui ont la bonne réponse. Il y a des... Parce que moi, je pensais pas rencontrer personne. Là. Ça a été tout un addon. Quand j'ai rencontré Jean, Jean puis moi, on s'est dit, c'est sa femme puis Gilles qui nous ont mis ensemble. Là. La femme de Jean est décédée elle a eu plusieurs cancers, mais d'un cancer 3 mois après Gilles, mais on se connaissait pas. Okay. On s'est rencontrés en 2022 à une soirée de l'Étoile du régiment de Trois-Rivières. J'accompagnais le sénateur Biron, puis on était avec Michel Doyon, le lieutenant-gouverneur du Québec, et sa femme Pauline, le commandant du 62e à Shawinigan, Denis Roux, puis André Lepage, sa conjointe. Puis c'est là que j'ai connu Jean, puis on a pris une photo ensemble, puis je m'étais assise sur le bout de son genou, puis quand sa main a touché la mienne, il y a eu comme un choc électrique, puis je me souviens, j'ai dit « Pas tout de suite, Gilles, je suis pas prête. » Fait que Gilles, il me disait « Isabelle, tu restes pas toute seule, là. Je vais mettre quelqu'un sur ta route. Puis c'est ça. Est-ce que tu en as parlé, justement, de cette spiritualité-là en arrière de... à Jean, mon chum? Ou il l'entend pour la première fois? Non. Il croit pas à ça pantoute. Ouais. Lui, quand tu meurs, il n'y a plus rien. C'est un avocat émérite de formation. Fait que c'est les faits. Quand tu meurs, il n'y a plus rien. Très pragmatique. Tu as complètement le contraire de moi. C'est-tu quelqu'un qui a un grand sentier? Oui, très, très tendre, très gentil. Oui, absolument. Qui a sa main? Ah oui, beaucoup de bénévolat. Oui, à 49 ans, il a vendu la compagnie qui avait des mondages. Puis il est retraité depuis ce temps-là, puis bénévolat tout le temps. Là, président du port, de l'aéroport, hors du Canada, hors du Québec. Il en a fait beaucoup. Tantôt, tu m'as confié que justement, tu sentais cette prédation-là sexuelle tout au long de ta carrière, puis elle était très, très présente, mais tu as travaillé 2 fois plus fort que les autres pour prouver ta valeur, puis à un moment donné, aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les hommes avec un grand H? C'est très bon. C'est très bon. Moi, c'est mes frères d'armes. C'est super. Je peux pas dire que j'ai un frère d'armes qui m'a touchée ou violée ou ça m'est pas arrivé. À part mon mari, tu sais, mon mari qui était violent, il m'a violée quand même. Là. Mais non, on dirait que j'étais devenue un gars, une fille avec les gars. Tu sais, on faisait un. C'était nous. Il y avait jamais de jeu.
C'est surtout à l'international où j'ai été visée. Mais dans ma vie de tous les jours, disons, à Cold Lake, j'avais un adjudant je courais 15 km par jour sur l'heure du midi, puis j'ai un adjudant qui me suivait, puis t'as des belles fesses, tout pendant que je courais. Toutes des niaiseries comme ça, là. Mais qui pèsent au fil du temps. Ouais. Ouais, ça vient redondant. Tu te situes comme féministe dans tout ça? Est-ce que moi, j'adorais Jeannette Bertrand. Ouais. Jeannette veut tout savoir. Féministe à cause de la situation, 3 frères, toujours obligés de me battre pour avoir. Oui, c'est ça. Puis d'être reconnue, parce que tu l'as dit à une époque, les femmes avaient, je veux dire, moins de droits, là. Du moins, ils étaient dans des positions plus traditionnelles et on les restreignait à certains endroits. Moi, ma grand-mère, du côté de ma mère est adoptée. Elle, à 30 ans, est en charge d'un plancher complet à Montréal, chez la Prudentielle. Puis quand elle a décidé de se marier à 42 ans, ils ont donné un livre pour devenir une femme de maison. Elle a perdu son emploi. Un livre pour devenir une femme de maison. Oui, puis je le veux, ce livre-là. Maman, je le veux, ce livre-là. Puis ça décrit tout, là. Comment faire à manger, comment faire la lestive, comment recevoir ton homme quand il arrive du travail. Fait que j'ai connu ça, J'ai vu ça dans des châtelaines des années 70. Quand j'ai acheté ma dernière maison, c'était-tu au grenier ou c'était quelque part dans la maison? Je les ai encore à la maison, une pile de châtelaines des années 70, et c'est ça, les grands titres. C'est comment être une bonne épouse à la maison. C'est épouvantable quand tu réalises que les annonces des femmes. C'était pratiquement une formation pour servir son mari. Quand tu y penses, c'est épouvantable. Où est-ce qu'on était avant, mais en même temps, ça a forgé les gens qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais de ta carrière par rapport à... Y a-t-il quelque chose que tu aurais souhaité accomplir que tu n'as pas accompli? Oui, être Loadmaster. Je l'avais mon... C'est au niveau de ta formation? Oui, être Loadmaster. Qu'est-ce que tu as fait comme technicienne en mouvement? C'est quoi les positions que tu as fait? Les positions... Parce que tu vas venir à m'expliquer c'est quoi Loadmaster. Loadmaster, c'est le weight and balance sur l'avion. Donc, t'es Traffic Tech, Loadmaster. Ouais. Donc, on doit calibrer le poids. Non, ça, c'est nous autres qui le fait, là, les MU, les MAMS. Ça, c'est tout nous autres qui fait ça. Okay. Le Loadmaster signe. Mais le Loadmaster va avec l'équipage. Okay. Donc, il peut se retrouver n'importe où il est tout seul à déloader d'un avion ou... Mais tu es en charge, tu es responsable de l'avion, du chargement des passagers. Ouais. OK. Donc, tu n'as pas peur d'une responsabilité... de grandes responsabilités, c'est ça? Non, quand j'ai eu mon poste en Afghanistan comme député chief ITAS, c'était le top du top pour moi dans mon métier. C'était comme ton highlight de ta carrière. Moi, j'avais réussi, là. Quand je suis allée là, j'avais réussi. J'aimais le danger. Le sentiment, à part le sentiment de réussite... Ça bouge, mission, besoin d'aller porter ça, ça vient de tous les pays. Donc, tu te sentais vivante, là. Ah oui. Ouais. Ah, moi, je serais restée pas nécessairement puissante, parce qu'il y en a qui vont se coller pas le pouvoir ni la puissance. J'ai du pouvoir, donc je suis bien, mais il y en a d'autres qui disent... Non. J'avais tous les majors, les colonels des pays qui nous donnaient des avions. J'avais le temps des avions qui nous donnaient à l'OTAN. Fait que je travaillais pour l'OTAN. Mm-hmm. J'étais pas en tant que Canadienne, là. J'étais vraiment en tant d'OTAN. On va reparler justement du moment où est-ce que tu quittes les forces armées canadiennes. Est-ce que tu quittes de façon médicale avec déjà tous tes... Là, je suis à Bagotville, j'haïs ça. J'ai un gros PTSD. On me met au CMTT. Faut que j'apprenne. CMTT. Central Material. CMTT, c'est là que tu vas porter tes boîtes, là, tu sais. C'est un entrepôt. C'est un c'est ça. On fait le shipping receiving. Parfait. Pour les bases. Ouais. Fait que il m'envoie là. Moi, je suis complètement décalée, là. Je reviens au Québec pour la première fois. Je veux pas être là. Petite base très slow. Je suis pas capable d'être là. Il se passe absolument rien. J'haïs ça bien raide. Fait que je passe même pas 2 mois. Je vais à l'admin. Je dis, dans une semaine, je m'en vais. Je me suis loué un truck. Je déménage mon stock, puis je pars. Fait qu'en une semaine, j'ai crissé mon sang. Ah oui, j'ai vraiment fait ça. Je suis allée à l'admin. Donne-moi mes papiers, je m'en vais. Mais là, il y a du monde qui t'ont dit tu peux pas. Absolument. Le capitaine de la base, il m'a fait venir dans son bureau. Tu peux pas faire ça, ça marchera pas avec ton chum. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais full PTSD, j'étais plus capable. Là. Je ne comprenais pas. Là. Moi, à la fin de la semaine, je suis partie. C'était de la désertion, en fait, là, pratiquement. Là,
Oui, je m'en vais. Une forme de mutinerie. Pas de mutinerie parce que tu n'as pas entraîné personne avec toi, mais tu comprends, tu désobéissais à la chaîne de commandement. Tu Puis moi, je t'exposais partais, là. Ouais. procès par voie sommaire, peut-être du cours martial, éventuellement j'ai même pas pensé à... Moi, c'était donne-moi les papiers, je signe là, je veux rien savoir des forces, je m'en vais. Okay. J'avais loué mon truck, mon appartement était à la terrière, j'ai loadé, parti avec mon chien, je me suis engagé un chauffeur. Je suis arrivée à Smith's Cove, Gilles avait acheté une maison, et je commençais ma vie avec Gilles. Tu n'as jamais eu tes papiers de libération, jamais eu ça, puis ils t'ont laissé quand même partir. Tu sais que c'est particulier? Je sais pas, j'y ai jamais pensé. Moi, mon but, c'était de sortir. Moi, t'as le fait penser, moi, aujourd'hui. Faudrait que je regarde dans mon dossier militaire. J'ai même pas checké ça. Non? Mais non. Je serais curieux de voir ton PA 806, qui est l'état de tes services, savoir c'est quoi la date qu'ils ont mis comme date de libération, parce que faut que ça passe au travers de toute la machine, puis savoir s'ils t'ont payé. Qu'on appelle. Oui, exactement. Il faudrait que je regarde. Mais non, puis j'avais... En plus, quand je suis arrivée là, à Bagotville, un sergent en charge du CMTT, c'était une Supply Tech. Puis il y a une grosse rivalité entre Supply Tech et Traffic Tech. C'est vrai? Mais j'ai dit, moi, c'est pas vrai que c'est quoi cette rivalité-là? Parle-moi-en. Je sais pas ça vient de où. Elle, c'est une ancienne Supply Tech. Je sais pas ça vient de où, mais il y a vraiment une grosse rivalité, là. Puis les Traffic Tech, c'est le top. Fait que... fait que c'était... Eux, c'est des sous-classes. Oui. OK. Même encore aujourd'hui, elle y croit. Ah oui, j'y crois encore. C'est mon métier, c'est mon métier. On est solidaires jusqu'à la vie. Fait que tu sors de là, tu vas rejoindre Gilles, mais tu décides de t'enrôler comme civil dans une mission. Ben là, ça c'est venu plus tard. Ah, c'est venu plus tard, dans son prochain déploiement. Fait que là, moi, je pense, hey, je vais être une femme d'officier. Ouais. Ben là, je vais faire une famille puis je vais rester à la maison. Mm-hmm. Ben, c'était pas le plan à Gilles du tout, ça, là. Non. Fait que j'arrive à la maison, il dit, ben là, à Smith's Cove, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? À part faire du craft. J'ai 26 ou 27 ans. Fait que là, je deviens présidente du musée. Parce que là, les gens, ils ont tous 65 ans et plus. Fait que là, moi, je fais partie de tout. L'Église baptiste. Plus que 26, 27 ans. T'es rentré à 17 ans dans l'armée? Oui. 29 ans? 12 ans de service? 12 ans de service. C'est moi que je calcule bien. C'était en 97. Je suis née en 68. Ben là, je suis pas capable de calculer ça, en tout cas. Mais je suis jeune, là. Oui. Je suis vraiment jeune parce que en 97, j'ai eu 30 ans. C'est ça? Non, ça se peut pas, 68. En tout cas, j'étais jeune. Faut le calcul après. On fera le calcul après. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est ça. Mais t'as l'impression que t'es là, jeune. Je dis, je refais ma vie, je veux 2 gars, je veux une équipe de hockey, Gilles il aime le hockey, let's go. Moi, c'était l'homme de ma vie. On essaye d'avoir des enfants, ça fonctionne pas. Mais Gilles, il était pas prêt. Il y avait une fille d'un mariage précédent quand il était beaucoup plus jeune. Puis quand j'ai rencontré Gilles, il avait déjà 42 ans. Fait que là, je dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est plate en tabarouette. Là, je suis qui? J'arrive dans un petit village avec peut-être 500 personnes, 65 ans et plus. Oh, OK. Première semaine, OK. Deuxième semaine, qu'est-ce que je vais faire? Fait que je décide de retourner aux études à Middleton, au college, en Entrepreneurship and Small Business Management. Fait que je fais ça 2 ans. On se marie en 99, puis on part pour l'Allemagne. Là, je me trouve des jobs en Allemagne, parti le bureau de Royal Lepage à Gelsenkirchen. Donc, tu es devenu agent d'immeuble? Non, Relocation Services. Okay. Ça faisait partie de mon métier FNI, fait que moi, c'était quand même assez facile. Service de relocation des Forces armées canadiennes pour des mutations. Oui, fait que moi, je fais toute l'Europe, là. Puis, beaucoup de jalousie parce que Gilles travaille à l'Arc, à Mönchengladbach. On vit à Pauw'n, entre les deux. À Gelsenkirchen, les gens sont pas contents parce que mon mari reçoit une paye éloignée. Puis moi, je travaille, fait que je lâche ça. Ouais. Je m'en vais là-bas. Je travaille pour NAFI Tax Free Car Sales. Fait que j'étais en charge de Mercedes. Tu sais, j'ai toujours travaillé partout où on est allé. Pas nécessairement collé avec l'armée, par exemple. Ben oui, sur la base. Tout le temps avec rapport avec la base. Ah, OK. Ouais, parce mais pas que nécessairement pour travailler pour D&D ou pour une organisation qui est impliquée pas travailler, dans le déploiement. Ouais. Puis Gilles est parti au Kosovo aussitôt qu'on est arrivé. Fait que je me suis retrouvée toute seule 6 mois en Allemagne. Mais Gilles, moi, j'adorais ça. Kosovo, 99? Oui.
avec l'ARC. Premier 22? Non, avec l'ARC. Ace Rapid Reaction Corps, les Britanniques. OK. Ouais. J'ai l'impression que j'ai servi avec Gilles. Mais je sais pas où. Est-ce que Gilles a fait Peut-être partie pas. du premier 22? Ben, moi, je connais pas ça parce qu'on n'a jamais été à Québec. OK. Fait que, tu sais, je connais Gilles comme officier majeur du 22 Ouais. avec des positions stratégiques à l'extérieur du pays, pas au Canada. OK, je comprends. On a passé beaucoup de temps en Donc, Europe. il est peu probable que j'ai servi avec lui. Non, mais ça se peut. Ouais. Ah non, mais quelle année? De 99 à 2008. Non, t'as pas Parce servi que c'est en avec. 2008 j'ai fait Mais mon t'as changement peut-être de servi métier. avec son frère Pierre Linteau. Son frère était officier? Oui, même rang. OK, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Deux bons Je me gars. suis trompé de l'into. Oui. Isa, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que t'aspires à quoi aujourd'hui? Pour toi-même. Pour les autres, je l'ai entendu. T'aspires à quoi pour toi? C'est rare que je vais penser à moi. Si je te demande qu'est-ce qui te fait plaisir à part faire plaisir aux autres, tu me nommes? Je travaille là-dessus. Isa, ben ouais. Non, je travaille vraiment là-dessus. Et ça me fait plaisir. Mes chiens me font plaisir, ils m'apportent du bonheur. Mm-hmm. Mon chum, il est là à 300%, c'est exceptionnel. Mais moi, en tant que tel, j'aimerais écrire. J'ai toujours voulu écrire. Quoi? Ce que j'ai vécu dans les forces, ce que j'ai vécu dans mes missions, ce que j'ai vécu avec Gilles, les Je pensais que tu 59 l'avais jours. fait. Non, mais j'ai écrit pour anciens combattants, pour dire ce que j'ai vécu dans les Ouais. forces, pour les indemnisations. Mais, tu sais, c'est des C'était quand parties, même là. un travail qui était Ouais. similaire, ou du moins tu vas probablement reprendre une partie de ce... Mais tu sais, j'aimerais ça en faire plusieurs livres, là. Le 59 jours avec Gilles, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. J'avais passé à l'émission, voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Tous les dimanches, là, les dimanches soirs. Ah, tu parles, tout le monde en parle? Non, le vétéran, là. Le vétéran? Oui, le Oui, vétéran. avec Michel Albert. Oui, j'avais fait une entrevue pour ce que j'avais vécu avec Gilles, là. OK. Ouais. Le 59 jours. Ouais. OK. Le décès de Gilles, puis tout ça. C'est sûr que, un, c'est très intéressant. Deux, c'est particulier. Merci de le partager. Et ça t'a permis aussi, avec cette expérience de vie-là, d'accompagner aussi une autre famille dans quelque chose de similaire. Oui, puis Pat Baudry, il est avec moi tout le temps, je le sens aussi. Puis il est avec Gilles. Je Est-ce les que t'as- sens, on dirait qu'ils me guident, ces gars-là. C'est correct? Oui, c'est parfait, j'en ai besoin. Hein? Est-ce que tu aurais souhaité faire plus d'années dans l'armée? Oui, j'aurais souhaité être loadmaster, j'aurais souhaité être gérant de carrière. Oui, j'aurais souhaité beaucoup de choses. Aurais-tu souhaité faire juste ça dans ta vie, dans l'armée? Sortir 35 ans avec le chiffre magique? Non, je suis beaucoup plus internationale. Les mutations qu'on a eues à l'international, pour moi, ils ont été fantastiques. Après mes 2 ans d'Afghanistan, je suis pas revenue au Canada, on s'est en allé en Pologne. C'était le Joint Force Training Center à Bydgoszcz. On a passé 4 ans là-bas, on était les premiers Canadiens. J'étais à ma place. OK. Qui a joué un rôle de mentor auprès de toi dans ta carrière? Gilles, Et avant lui? j'en avais pas. Donc, tu t'es self-made Oui. à l'intérieur de ça. Tu rencontres cet homme-là, puis là, ça devient un allié, en fait, Oui. là, pour la poursuite Tu peux-tu dire que ça l'a changé ta carrière de rencontrer Gilles? Oui. À cause, entre autres, du pouvoir qu'il avait ou la position? Non, sa pensée, la façon qu'il analysait les choses, la façon qu'il prenait soin de ses hommes, la façon qu'il parlait pour aider les gens. Quelqu'un qui a été aidé par Gilles s'en souvient toute sa vie. Aujourd'hui, C'est un homme de parole. son gars, c'est ça? Il y a un Sa garçon. fille, Sa une fille. fille. Quel âge? Annie, elle doit avoir, attends une minute, 46-47. Comment elle a vécu tout ça, ce 59 jours-là? Puis Très difficile. Elle a été très forte. Les enfants aussi. Le 25 décembre, on a fait un souper de Noël comme on faisait. Quand tu dis les enfants, c'est... On avait 2 petits-enfants, Raphaël et Gabriel. On s'est assis avec son mari, François, Annie, les enfants, moi, Gilles. On a fait un party pour sa fête le 17 octobre, puis on a fait le dernier souper. François est reparti avec les enfants, donc les enfants étaient conscients que c'était la dernière fois qu'ils voyaient leur grand-père. On a été très Vous avez tous transparents. expliqué ça Ouais, aux enfants. tout. Moi, j'avais fait faire des
Je me souviens plus si c'est des anges, mais c'était pour qu'ils mettent ça dans le coup pour Gilles, parce que Gilles restait avec eux, même s'il quittait son corps. Ouais, est-ce que tu semblais que les enfants avaient assimilé tout ça? la relation avec Raphaël, le plus vieux Raphaël, devait avoir peut-être 8 ou 9 ans, puis on est assis, puis on demande de faire la prière. Ils sont quand même assez religieux pratiquants, le père surtout. Puis il a dit, Raphaël, tu fais la prière, puis il a demandé de guérir son grand-père. Ouais, ça a été... Quand il est embarqué dans l'auto, les enfants pleuraient parce qu'ils savaient que c'était la dernière fois. Puis ça a été la même chose avec mes neveux qui sont venus, qui étaient très jeunes. Puis mon neveu, Jeff, il savait pendant ses 5 ans, il a vraiment un âme pour aider. Là. Il est très fragile, sensible. Puis là, il voyait que je pleurais, puis il voyait que ça s'en venait. Puis même s'il comprenait pas la mort... Il faisait des vidéos avec son frère, puis il a pris la chanson des Cowboys fringants, Mets ta tête sur mon épaule. Puis il a changé les mots. À place de dire ma blonde, il disait ma tante. Puis il a chanté ça, puis il nous a envoyé ça. Puis quand j'ai tout préparé les funérailles de Gilles, j'avais les canons, le 3 bam, j'ai fait ça en grand, là, c'est vraiment l'homme de ma vie. Là. Puis Jeff, il est allé en avant. Il y avait 150, 200 personnes, puis il a chanté ça devant tout le monde pour son oncle. Ouais, ça m'a vraiment... lui, ça lui a donné des ailes, là. Cet enfant-là, il est plus gêné. Tu sais, les gens allaient le voir, là. Bravo, Jeff. L'enfant qui a souhaité la guérison de Gilles, Raphaël, c'est pas arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est confronté à ça? Les parents parlent beaucoup. Moi, j'ai pas beaucoup de contacts. J'imagine T'as parce pas de contact avec sa fille? Non, pas beaucoup. On n'est pas fâchés, là. T'sais, moi, la porte est ouverte n'importe quand. Moi, j'ai décidé de garder les cendres de Gilles à la maison parce que j'en ai besoin. Ça fait pas l'affaire de tout le monde, parce qu'il était dans la maison quand Gilles est décédé. Fait que je sais pas si c'est dur pour les gens. Tu sais, un deuil, ça se vit chacun à sa façon, là. Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec le fait que tu gardes les cendres? Oui, la fille de Gilles a dit je ne pourrais pas le voir. Donc, moi, j'ai fait faire une petite urne pour elle. Elle a des cendres de son père, donc elle peut se recueillir là-dessus. J'ai fait faire des bijoux avec des cendres de Gilles. Oui. Quand quelqu'un meurt, on dirait que tout le monde ne vient plus. Tu restes vraiment tout seul. C'est difficile pour les gens de t'approcher. Si je te pose la question, pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à la mort. Ils veulent peut-être pas l'accepter. Confrontés à leurs propres émotions. Oui. Ils veulent pas vivre ça. Oui. C'est commun dans notre communauté. Tu sais, dire, il a pris l'assistance d'aide à mourir, là. Son frère Pierre comprenait pas ça, là. Il a dit, va voir un psychologue, là. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ça a été difficile. Moi, de vivre ça avec Gilles, 24 heures sur 24, d'en prendre soin, de tout faire pour lui. Puis là, je le vois, là. Il faut qu'il prenne une décision que là, il va annoncer à ses frères, à sa sœur, qu'il va mourir le 26 décembre. C'est du stock. Le 26 décembre. Après Noël. Oui. Oui, 26 décembre. Puis il a monté les marches, il s'est couché. Je veux dire, il a fait ça en soldat. Il avait accepté son destin. Il avait accepté qu'il s'en allait comme ça. On vient au début de l'émission. J'ai l'impression que c'était un homme accompli. Oui. Tu l'as mentionné, il est décédé en paix. Oui. Il était prêt à partir, il avait accepté sa maladie. Oui. Ça doit offrir quand même un certain soulagement de savoir que cette séparation-là, c'est pas fait dans le chaos. Le soulagement, c'est qu'ils me disent, c'est pas toi que je quitte, c'est ton corps. Mon cerveau adore ça. Ça m'a vraiment aidé. Il est tout le temps là. Moi, j'y parle tout le temps. C'est un réflexe. Je parle toujours à Gilles. Quand j'ai besoin d'aide, il est là. J'y parle tout le temps. Ça l'a été... Gilles disait, Isabelle, il n'y a pas de temps. Tout se passe en même temps. Fait que tu vas penser que ça va être des années, mais dans 2 minutes, on va se revoir. Moi, je t'attends à l'autre bord. Fait que moi, tout est en parallèle. Qu'est-ce que tu penses que Gilles aurait donné comme conseil à un jeune qui rentre dans l'armée? Un jeune homme qui rentre dans l'armée? Avec sa sagesse? Ces hommes pourraient te répondre, moi, je le sais pas. Et toi, tu dirais quoi? Une jeune femme
qui veut joindre les Forces armées canadiennes? Tu vois, moi, je suis... Les traumas que j'ai, c'est des traumas qui sont imprimés à vie, puis qui m'empêchent, mais qui m'apportent beaucoup. Fait que si quelqu'un veut... Moi, il y a même des immigrants que Jean fait la sermentation qui viennent me voir. J'aimerais ça rentrer dans les forces. Moi, je suis d'accord avec ça. Mm-hmm. Moi, j'ai aimé être dans les forces. Je mets les traumas à part. Oui. J'ai aimé être l'esprit de corps. J'ai aimé travailler en équipe. J'ai aimé voyager. J'ai adoré mon métier. Tu sais, j'ai fait le recours collectif pour harcèlement sexuel. J'en ai vécu des affaires. Mais j'étais une fille de gang. J'étais une fille avec les gars. Donc, tu dirais quoi à une jeune fille qui veut rentrer dans les forces? Choisis bien ton métier. Pose des questions. Renseigne-toi, puis gère ta carrière. Gérer sa carrière, ça veut dire aussi mettre ses limites? Mettre ses limites, ça veut dire être au courant de ce qui se passe, les choix que tu as. Parle à ton gérant de carrière. Puis aujourd'hui, tu vois, j'ai une nièce qui a marié un militaire. Lui, il était marin, puis là, il vient d'être Intel. Mm-hmm. Puis là, il est à Trenton, son premier posting. Puis ça me fait tellement drôle de savoir que ma nièce, son mari est militaire. On est allé à sa graduation. La graduation a lieu à Kingston. En combat, biret, cheveux longs, barbe. Pour moi, c'est pas les forces du tout, là. Ouais. Puis le lieutenant-colonel qui rentre, puis tu sais, pas vraiment au garde à vous. Tandis que nous autres, on avait de pression, là, constante, là, tu sais. Je sais pas si c'était pour le mieux, mais je sais pas, mais c'est complètement changé. Aujourd'hui, tu as une veste... Royal 22e. Des vétérans du Royal 22e. Le regroupement. Le regroupement m'a aidé énormément. Ils m'ont donné... moi, j'ai fait la veste à Gilles, puis j'ai le crest de Gilles. Ça s'est-tu fait avant le décès de Gilles? Non, après. Après. Ouais. Donc, tu as joint le mouvement, et, ils t'ont accepté dans le mouvement. Puis aujourd'hui, tu l'as dit, une de tes missions, c'est de servir, et en priorité, les 22, donc l'infanterie. 22! Tu l'as même tatoué sur le bras. Ton implication avec... parce que tu es présidente de Amiens. C'est quoi? C'est Mauricie, Centre du Québec, section Mauricie, Centre du Québec. Ça a été très dur là, dans les 3 dernières années d'avoir la participation des gens. Pourquoi tu penses que ça a été difficile? Parce qu'il y a eu d'autres regroupements, puis tout le monde choisit son camp, puis ça se promène d'un regroupement à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses qu'il y ait autant de regroupements? C'est correct. Moi, je me dis, en autant qu'on s'accepte toutes puis qu'on puisse faire des activités ensemble. Ouais. C'est ça l'affaire. Mais pourquoi il y en a autant? Pourquoi? Le pouvoir d'être président d'un regroupement, le pouvoir d'être, je sais pas, le pouvoir d'être, d'avoir un regroupement, d'avoir une gang. D'être reconnu, de faire la différence. Ouais. Je le pense aussi. Avec certaines gangs, il y a des gens qui s'entendent pas ensemble. Oui. Oui, puis des générations aussi qui se comprennent difficilement. Oui. Hein? Je pense que ça sert bien ça, mais en même temps, diviser, je souhaiterais qu'on soit capable collectivement d'être en dessous d'un même toit. Si on a un souper spaghetti, là, pourquoi qu'on peut pas être tous ensemble? On porte toutes nos vestes. C'est pas important à qui. L'important, c'est nous autres ensemble. On reste des vétérans. Là. Oui, on reste des vétérans, mais je pense qu'on a beaucoup de maturité à gagner aussi comme vétérans, parce que beaucoup d'entre nous ont joint les forces très tôt. Oui. Des fois sous-éduqués ou pas éduqués. Dans le 22, c'était secondaire 2, je pense, ou 3. Là. Je pense que c'est secondaire 3. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ceux qui avaient un secondaire 5, ils étaient très éduqués. Là. Je me souviens. Mais j'ai l'impression que une fois que tu es sorti, c'est là que tu commences à gagner un peu en maturité. C'est là que tu commences à... Moi, je pense que cette communauté-là manque un petit peu de maturité. Pour une raison. Moi, je me souviens, c'était-tu le premier souper ou le deuxième? Non, je pense que c'était le premier souper. Tu étais venu faire un show puis personne n'écoutait. Là. Moi, j'étais outrage. Ouais. Hey, j'étais en tabarouette. Ouais, j'ai pas aimé ça. Mais encore une fois, à leur défense,
on ressortait de pandémie. Ouais. Ça faisait longtemps que les gars ne s'étaient pas vus, les gars, les femmes. Ouais. Puis, tu sais, faire du Il reste stand- un respect entre frères et sœurs d'âme. Tu sais, il reste un respect, là. Ouais. Tu sais, pour moi, c'était un manque de respect, là. Comment les gars, on peut s'écouter, là, on Je l'ai pas n'entend rien. vécu comme ça. Je sais que toi, tu l'as pas, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Puis j'étais obligée de me rapprocher pour entendre ce que tu disais. Parce qu'à chaque fois que je vais faire du stand-up dans un regroupement, puis tu sais, exemple, la Thunder Ride, chaque année, je vais donner un 15 minutes de stand-up. Juste pour donner à la communauté, puis en même temps me faire connaître, puis de voir qu'on est capable de faire autre chose. Surtout les arts de la scène, c'est pas quelque chose qui était nécessairement teinté, c'était pas dans notre ADN. À chaque fois, je vois des gens qui sont désintéressés complètement, mais c'est la même chose, c'est le même reflet dans la population civile. Tu sais, c'est pas tout le monde qui consomme du stand-up, c'est pas tout le monde qui aime rire. Et des fois, notre communauté semble beaucoup trop solennelle, beaucoup trop sérieuse. Parce que, techniquement, tu es rendu à une phase de ta vie où est-ce que tu pourrais créer, tu pourrais sortir un peu de cette rationalité-là, puis d'être un peu plus foufou, tu sais. Tu souhaiterais que certains se donnent cette liberté-là de pouvoir être autrement que protocolaire, droite, sérieux. Mais moi, pour passer à travers l'émission, l'humour, l'émission que j'ai faite, l'humour était là. On avait 2 quarts pendant 3-4 jours sur le 4x4, puis on trouvait ça drôle. Tu comprends? Oui, et aussi irrationnel que cela puisse paraître, tout le monde est d'accord pour dire que l'humour a teinté tous nos carrières puis a joué un grand rôle. Mais des fois, les regroupements, ça c'est mon opinion personnelle, je crois que c'est trop sérieux. Et que ça pourrait être davantage dans le récréatif, dans le plaisir, dans le niaisage, plutôt que dans le protocole, dans le sérieux, puis juste dans la commémoration. Tu sais, quand j'ai fondé le show du souvenir, puis je m'en allais annoncer à la communauté que cette activité-là, je l'offrais gratuitement pendant la semaine de l'armistice. Si tu avais su le nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord, puis que je teintais la commémoration, puis que ça n'avait pas sa place, puis que c'était sérieux, puis qu'on niaisait pas avec ça. Puis moi, de me défendre, de dire, non, c'est une forme de commémoration, c'est des émotions agréables, positives, qui vont t'aider dans ton rétablissement, qui vont aider dans des moments difficiles, parce que ça t'intéresse ou que ça t'intéresse pas, les gens qui partagent ça ont du plaisir. C'est pas pour tout le monde. T'es pas obligé d'y participer. Mais tolère ma façon à moi de vouloir commémorer, de vouloir en ajouter un peu. Ça détend aussi. C'est dur, la période du souvenir. En tout cas, moi, je trouve ça dur. Puis rencontrer du monde, être là pour les coquelicots, ça m'aide. Puis aussi, il faut dire que j'ai pas toujours fait l'unanimité non plus comme soldat dans les unités que j'ai travaillées. C'est arrivé que j'ai pas fait l'unanimité. J'étais quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui parle haut et fort. Je défends la veuve et l'orphelin. Ça fait pas le plaisir de tout le monde, surtout dans un concept où est-ce qu'il y a une chaîne de commandement. Et dans ce temps-là, j'étais moins gradé, donc... Très intéressant, le travail que je fais avec les vétérans, parce que quand je fais venir les dossiers militaires, je vois tellement de choses, là. Oui. Est-ce que tu le fais au travers de l'organisation du regroupement des Non, des je vétérans? le fais par moi-même, là, par aidante. Je me nomme moi-même par aidante. Oui, je l'ai faite avec des 22 dans le regroupement. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? En 2019, j'étais assise chez nous, je regarde Trudeau dire à un vétéran de l'Afghanistan, qui était avec des élèves là, dans des estrades, qui est amputé d'une jambe, qui demande quelque chose, puis Trudeau dit « Non, on en donne assez pour les vétérans ». Ça, là, ça m'a mis... ça a changé ma vie. J'ai regardé Gilles, j'ai dit « Moi, je n'ai jamais rien demandé. Je souffle, let's go ». J'ai commencé à tout lire. J'ai lu là, pendant un an, je ne dormais pas en 2019. Tous les règlements, tous les chapitres, tout ce qu'il y avait sur anciens combattants. J'ai commencé à faire mes demandes. J'ai préparé mon dossier. Je l'ai présenté le 1er avril 2019 quand les choses changeaient. Là, puis le 31 décembre, j'avais mon maximum. Là. J'avais tout ce que j'avais de besoin. Ça serait intéressant d'écrire sur ça? Oui. Énormément. Ouais. Parce que c'est un passage obligé comme vétéran si tu veux être reconnu, que tes blessures soient reconnues au service. Administrativement très difficile. Oui. Par contre, c'est tout là. Puis quand tu réussis, ça l'aide. Ça l'augmente ta qualité de vie.
Je veux dire, des soins à vie, c'est pas rien. L'argent, c'est une chose. On recevra jamais une lettre qui dit « on s'excuse que ça ». Non, ils s'excuseront jamais. Jamais. Non. C'est implicite que c'est les risques de on se rend compte, on dit les forces comme s'il y avait quelque chose de... Ça n'existe pas, là. C'est comme brainwashé dans notre tête, les forces. Ouais. Puis qu'il y a un Dieu au-dessus de ça. Il y a quelque chose de gros, là. Absolu. Ouais, je suis tellement détachée de ça maintenant, là. Oui, t'as raison. Mon cerveau va ailleurs parce que là, j'ai comme eu un flashback. Des anciens combattants. Tu sais qu'à un moment donné, stressant, là. T'en as tellement, puis à la sortie, t'es pas toi-même, tu sais, t'es pas en crise, mais pratiquement, et puis tu dois te faire tout ça. Donc, ton rôle à toi, c'est d'accompagner ces hommes, ces femmes-là, dans tout le processus administratif pour avoir leurs blessures reconnues au service. Est-ce que des fois, ça t'arrive de dire à un vétéran, tu penses pas t'exagères un petit peu? Jamais. OK. Je l'ai en dedans de moi, je le sens, je le sais. Ta réponse a été assez expéditive. Oui, je le sais. Je prends pas quelqu'un qui est pas malade pour essayer de faire de l'argent. Non. Tu comprends? Pour que lui ait des indemnisations. Ouais. Là. Non. Tu charges rien pour ça, de façon bénévole? Non, c'est bénévole. J'ai le droit de faire 20 000 $ de plus par année. Oui. Mais en janvier, j'aimerais ça faire une compagnie, puis j'ai commencé à ouvrir une compagnie, puis j'aimerais ça recevoir des dons. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire, puis c'est comme ça qu'on va conclure l'émission, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de personnes comme toi, et je pense qu'un mouvement initié par des personnes comme toi avec une forme de rémunération, un cadre, une structure, va pouvoir aider davantage des soldats. Puis à la fin de la journée, d'être rémunéré pour un travail, c'est honorable. Ouais, mais même si c'est un vétéran blessé. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, de dire « Hey, c'est pas vrai que je vais donner une rémunération à un frère ou une sœur d'armes qui prend son temps, ça fait pas de sens. » Mais en même temps, ça en fait du sens. Parce qu'à la fin de la journée... Mais je demande des dons. Moi, je veux faire un musée pour Gilles. C'est ce que j'aimerais faire. Ah oui? Okay. Dans le garage chez nous, j'aimerais ça faire un musée. Fait que je demande des dons. J'accompagne là, du début à la fin. J'ai Dr Desaulniers à Trois-Rivières qui prend tous les vétérans, qui a fermé sa clinique parce qu'il y a des vétérans dans sa famille, puis il comprend ce qu'on a de besoin. C'est un spécialiste musculo-squelettique. Puis lui, de voir des vétérans, c'est des affections qui voit jamais dans le civil un médecin de famille. Fait qu'il adore ça. Oui, c'est particulier. Ouais. Puis même, il y a quelqu'un qui m'informait que je pense que c'est la biométrie des femmes différente des hommes, puis éventuellement, il va falloir que ça soit reflété dans certaines chartes des anciens combattants. Ouais. Isa, je pense que tu n'as pas fini de militer, tu n'as pas fini d'aider des gens. Merci infiniment pour ce que tu fais, tu es une femme incroyable. Ah, merci. Et merci de continuer à servir. Merci de continuer à je sais pas partager la mémoire de Gilles. Oui, absolument. Et Gilles je te souhaite là. Le musée que Gilles deserve. Oui, j'aimerais ça. J'invite les gens à te faire des dons pour l'accomplissement de ton projet. Merci. Lisa, on met fin à l'émission sur ça. Merci beaucoup. Ton beau sourire a été contagieux. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast Studio pour un autre épisode avec des vétérans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Steven Bilodeau, humoriste sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et sinon... Le Soundcheck Podcast Studio a aussi ses réseaux sociaux, donc allez vous abonner. Facebook, Instagram et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!